Dear followers, good afternoon. Dear followers, bon après-midi. Président Christian Prenda Ikoka, bon après-midi. Merci beaucoup, bon après-midi à vous-même. Merci. Yannick, Hippolyte. Ben, nous sommes à notre 13e escale de notre Saturday Talk. Et aujourd'hui encore, l'actualité nous impose un arrêt sur des questions brûlantes. Et avant de nous consacrer à cette actualité, je voudrais quand même faire un clin d'œil à notre sympathique équipe de Agir Littoral, oui, qui a envoyé un message d'encouragement et qui est réuni aussi en ce moment autour de Olivier Koka. Il y a Estelle Nyankam, Nadine Gayeb, Marius Fezou, Bertrand Jomachoua, qui suivent ensemble le talk de cet après-midi. Président, nous allons commencer par une question brûlante. Douala a connu une manifestation un peu particulière hier. Cette manifestation a été menée par une communauté Sawa en proie à de profondes frustrations, en fait pour reprendre les termes d'une des élites à sa tête. Un mémorandum, d'ailleurs largement partagé sur les réseaux sociaux, a été commis à ce sujet. Que vous inspire cette actualité, Président? Écoutez, c'est maintenant de manière régulière que vous avez la communauté, qu'elle soit Sawa, qui exprime ses frustrations, et même les communautés d'autres régions, les communautés du Nord, ils ont exprimé leur frustration également à travers d'autres mémorandums. Et vous avez, au fond, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, n'est-ce pas, qui se sont rebellées il y a 4 ans à travers d'autres types de revendications, et qui sont des revendications communautaires, très souvent. Je voudrais placer l'ensemble de ces revendications dans le contexte de ce que nous avons toujours dit, d'un type de gouvernance. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Des institutions extractives, vraiment des institutions extractives, qui ont concentré tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne, sans système de contre-pouvoir, et tout le système n'étant orienté que pour célébrer cette personne, mais pas un système qui soit au service des populations et des communautés. J'insiste sur la philosophie du système qui nous gère depuis les temps coloniaux. Il faut bien savoir que le système colonial opposait les communautés. Il opposait les communautés, comme on dit en latin, divide ut imperet, diviser pour mieux régner. Et lorsque nous succédons aux colons, nous perpétuons ce système, on les acerbe et nous continuons à gérer en opposant les communautés. Mais pas en faisant du développement des systèmes qui soient des systèmes de gouvernance inclusive. Système de gouvernance inclusive veut dire d'une gouvernance qui soit au service des populations et des communautés. C'est un système de gouvernance qui génère l'exclusion. Les frustrations que les Sawa ont exprimées, c'est des frustrations, je voudrais leur dire, qui sont liées, et je vais développer ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. En 2008, ils se sont exprimés, j'ai écrit là-dessus, pour dénoncer, n'est-ce pas, ce type de gouvernement. Les gens peut-être ne me comprenaient pas, parce que je voyais bien qu'il y a une forme de gouvernement qui structurellement va générer des frustrations des gens, va générer les frustrations des communautés. Et tant que ce type de gouvernement subsiste, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui ne tient pas compte des besoins et des priorités des populations, des communautés, n'est-ce pas? C'est comme si on vous avait confié une nation à partir de différentes communautés, mais vous ne faites rien pour assurer le développement harmonieux des communautés. Vous opposez plutôt les communautés entre elles. Et les frustrations deviennent quelque chose simplement de répétitif. Les conséquences de ces échecs, de l'échec de ce leadership et de cette gouvernance, se traduisent de manière très claire. C'est l'aggravation
n'est-ce pas, de la pauvreté au niveau des individus, mais également au niveau des communautés. Des inégalités, n'est-ce pas, au niveau des individus, mais également au niveau des communautés. Un chômage massif des jeunes, une jeunesse désespérée, le pourrissement de la justice, la violation permanente des droits humains et même des droits, de tous les droits à la santé. Et je viens de vous donner la racine du mal, concentration du pouvoir dans les mains d'une seule personne, n'est-ce pas, sans système de contre-pouvoir. C'est la racine du mal de créer ce système extractif où les gens arrivent quelque part et n'ont pour seul souci que d'extraire. Ils extraient les ressources de la communauté, de la région, au détriment des populations et des communautés. Et lorsque vous regardez ce système, vous allez voir qu'on continue le système du colon. On ne fait rien pour que, justement, nous avons voulu faire un pays pour que nous vivions ensemble de manière harmonieuse entre les communautés. Ça risque toujours d'être des oppositions entre les communautés. Et qu'est-ce que ça va donner comme régime? Ce régime étant incapable de transformer pour aller vers l'idéal républicain. C'est-à-dire l'idéal républicain où vous seriez attendu à ce que je fais une république, et l'idéal républicain où vous seriez attendu à ce que les communautés vivent en bonne intelligence, en harmonie, que les fils des différentes communautés vivent en bonne intelligence, en harmonie, en fraternité, et ainsi de suite. Vous voyez quoi? Donc dans les régions du littoral, lorsque vous voyez de manière spécifique les capitales régionales de les capitales départementales, n'est-ce pas, des différents départements du littoral, Douala, Nkonsamba, Yabassi et Déa, vous allez par exemple voir que la ville de Nkonsamba, qui a accueilli, non seulement il y a les ressortissants de la communauté, mais d'autres personnes qui sont de la ville là, n'est plus une ville d'opportunité, elle est devenue une ville fantôme. Une ville de Nkonsamba, qui était la troisième ville du pays, n'est-ce pas, est devenue une ville fantôme. Donc du coup, c'est la frustration qui est générée là. Et lorsque vous regardez une ville comme Yabassi ou une ville comme Edea, Yabassi, normalement, dans le plan des Allemands, aurait dû être un port, aurait dû avoir un port. Qu'est-ce que vous voyez à Yabassi aujourd'hui? C'est la désolation. La désolation, la même chose que vous verrez à Edea. Ce n'est pas parce que Douala est une métropole économique, mais ça cache beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustices, ainsi de suite. Ils sont cachés. C'est vraiment la forêt qui cache, n'est-ce pas, les arbres, les arbustes, ainsi de suite, en termes d'inégalités. Mais c'est les mêmes inégalités. Ces régions ne deviennent plus une région d'opportunité, bien que de manière normale, on doit s'attendre à ce que les villes portuaires, les villes économiques, les villes administratives accueillent plutôt des migrations internes. Je ne dis même pas des migrations, c'est des migrations internes, c'est-à-dire des populations qui viennent de l'arrière-pays parce que ça devait être des espaces d'opportunité. Mais lorsque vous voyez le type de gouvernance que nous avons, ces espaces ne sont plus devenus des espaces d'opportunité, sont plutôt devenus des espaces de crowded où les gens se marchent dessus et forcément ça va générer, n'est-ce pas, des frustrations de la part de ces communautés. Mais on aurait pu penser ça différemment. Et regardez donc ces villes qui deviennent pratiquement une désolation. Mais ce qu'il y a de caractéristique dans ce genre de régime, c'est que face à ces échecs, ils cherchent des boucs émissaires. Face à ces échecs, ce type de régime cherche toujours les boucs émissaires. Dans la division des communautés, dans la haine entre les communautés, au lieu de chercher justement à construire. Vous allez être surpris comment ces régimes utilisent même, n'est-ce pas, les ressortissants de ces communautés, n'est-ce pas, pour provoquer, n'est-ce pas, pour exacerber la situation. Je me souviens de l'implantation de la cimenterie Dangote. La cimenterie Dangote est problématique parce qu'elle va s'installer là où le Ngondo avait l'habitude, n'est-ce pas, de faire ses célébrations et tout. Le problème se pose. Je me souviens de ce moment où je fais une note au chef de l'État pour parler d'une cimenterie qui serait écologiquement viable. C'est-à-dire qu'à la fois, je disais qu'il y aurait des espaces verts qui seraient prévus, il y aurait des systèmes, n'est-ce pas, des capteurs pour la poussière, pour réduire les impacts environnementaux au niveau de la poussière, à telle enseigne que, entre ce qu'on avait là et ce que devait se faire après, en fait, on aurait été très heureux
si ce que j'avais proposé au chef de l'État avait été réalisé. Mais la note est là. Comme Hervé est maintenant le spécialiste, l'archiviste des notes, chef. Il va aussi publier ça. La note est là qui concerne ce que j'avais proposé au niveau de Dangote. Mais ce qui a de plus important, c'est que quels sont ceux qui ont été utilisés pour cautionner la construction de cette cimenterie? Les chefs traditionnels savent. Vous comprenez ce que je veux dire dans le système? C'est les chefs traditionnels Sawa qui ont été utilisés, n'est-ce pas, pour cautionner la construction de cette cimenterie et, n'est-ce pas, la détérioration de cet espace au détriment de ce que les Sawa faisaient. Ils en voudront, et vous voyez bien que c'est le système. Lorsque vous regardez Sa Majesté Sokoudjou, vous voyez bien que dès qu'il s'écarte de la ligne, on tire dessus. Vous voyez bien comment le sultan Momo Ndoya est à l'étroit. Parce que, en fait, le système a pour but de phagocyter même la représentation traditionnelle de population. À partir de ce moment-là, les chefs ne peuvent même plus s'exprimer. Et vous êtes même tenté de voir que les chefs s'opposent aux populations. C'est ça la nature même de ce système. Je vous signale que lorsque le chef Bilo Haifa, Sa Majesté Bilo Haifa, est destitué par une administration, c'est quand même extraordinaire. Un chef traditionnel est destitué par une administration, alors qu'il ne tient pas ses pouvoirs, il n'est pas censé tenir ses pouvoirs de cette administration. Mais il est destitué par cette administration. Nous ne retenons pas que les chefs traditionnels se soient réunis pour protester contre cet acte administratif. Ça vous dit quoi? Ça vous dit donc que les chefs traditionnels ont été phagocytés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même paradoxe à ce qu'une administration destitue un chef traditionnel. À un moment donné, l'ensemble des chefs traditionnels de l'Ouest se réunissent tous à l'Ouest pour, en réalité, pour sortir les motions contre Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Simplement comme citoyen, d'avoir porté sa candidature à la présidence de la République et d'avoir revendiqué sa victoire. On a organisé le rassemblement de tous les chefs de l'Ouest pour faire une espèce de, comment vous appelez ça, contre lui. De fatwa contre lui. Vous voyez, c'est le propre de ce système, d'aller jusqu'au cercle traditionnel, en fait, pour les phagocyter. Et vous avez ces situations tout le temps, où, en définitive, nous allons nous plaindre des discriminations qui sont opérées contre les Noirs aux États-Unis ou en Europe, ou alors les Noirs contre les Arabes, je veux dire en Europe, les Noirs aux États-Unis. Mais plus près de nous, vous avez un système qui entretient. Ce système, ce régime, ce genre de régime s'alimente des divisions et des haines qu'il entretient. Vous voyez qu'il entretient. Et dès qu'il est face à ces échecs, en ce qui concerne tous les problèmes du développement, tout ce qui a opportunité, les gens n'ont pas de travail, les jeunes, mais vous imaginez que les jeunes savants ne peuvent être que frustrés. Et il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Les enfants vont à l'école, sortent, il n'y a pas de travail. Ils ont l'impression qu'ils sont à l'étroit, n'est-ce pas, sur leur propre terre et ainsi de suite. Mais je veux dire, si je conçois une gouvernance de manière inclusive, c'est-à-dire qu'avec la participation de tout le monde, rien de cela n'arrive. Il y a une école de pêche qui est à Limbe. J'aimerais leur rappeler qu'il y a une école de pêche qui est à Limbe, qui a été offerte par les Espagnols et mise en place. Depuis plus de 10 ans, l'école, là, dans ce gouvernement, n'est-ce pas, des institutions extractives, n'a jamais démarré. L'école de pêche. Vous comprenez? Parce que le système, comme je le dis toujours, ne regarde pas les populations. Il est là pour célébrer l'homme-dieu, qui n'est pas Dieu. Voilà la logique du système. Voilà pourquoi je les invite à ce que nous changions de système. Pour que les pouvoirs soient repartis, aillent vers les régions et vers les communautés. Pour que les communautés se réapproprient leur destin. Parce que lorsqu'elles se seront réappropriées leur destin, mais elles pourront naturellement faire des choses en fonction de leurs priorités et de leurs besoins.
lorsque chaque région, on transfère les pouvoirs vers les régions, vers les communautés, mais ce qui apparaît comme prioritaire dans le littoral ne sera pas les mêmes priorités, n'est-ce pas, à l'extrême nord, ni à l'est. Vous regardez l'incongruité de la situation, c'est qu'une région comme la région de l'Est, qui a aujourd'hui les plus grandes ressources forestières, la plus grande région sur la base de l'étendue, c'est-à-dire la région de l'Est, c'est pratiquement 4 à 5 fois la région de l'Ouest, 4 fois la région du littoral, ainsi de suite, qui a les plus grandes étendues forestières, dans les ressources forestières, qui a des ressources minières, des ressources aquatiques, des ressources fauniques, et en même temps dite région pauvre. C'est un paradoxe. Vous imaginez que si l'Ouest retrouvait son autonomie, naturellement, en observant qu'il ne faut pas reproduire au niveau des régions les potentats que nous évitons au niveau central, que les dirigeants des régions, des communautés soient élus, n'est-ce pas, avec un système de pouvoir et de contre-pouvoir. Donc, il faudrait éviter absolument de reproduire au niveau des régions ce que nous sommes en train de reprocher à l'organisation centrale. Les gens devront être élus avec un système de contre-pouvoir, voire même de mandats limités, voire même dans le cadre de mandats limités. C'est comme ça que le développement se produit. Il est structurel et institutionnel. Le régime que vous avez là ne peut produire au niveau des communautés que des frustrations. Et comme il ne produit au niveau des communautés que des échecs au plan économique, des échecs au plan social, des échecs au plan culturel, des échecs au plan politique, n'est-ce pas? Les communautés vont accumuler des frustrations et la façon de s'en sortir pour le régime en place, c'est de chercher les boucs émissaires. C'est-à-dire que les boucs émissaires, ce seront toutes les autres communautés parce qu'il n'a rien fait pour que les communautés vivent en harmonie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que les communautés vivent en harmonie. Et vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on a créé à l'Est, comme quand il a fallu considérer la création d'une université à l'Est, on a créé une annexe de l'université de Ngambé. Alors que si l'Est retrouvait la plénitude de son autonomie et de ses moyens, l'Est pourrait créer une université, normalement, pleine, en cherchant des professeurs un peu partout dans le monde. L'Est, retrouvant sa plénitude, créerait une université. N'est-ce pas? Et il y aurait des gens qui partiraient des autres régions pour aller dans la région de l'Est, parce que probablement, elle aurait des spécialités, n'est-ce pas, qui correspondraient à son environnement. Que ce soit au niveau de la forêt, de la construction des industries du bois, que ce soit au niveau des mines, des industries minières, et ainsi de suite. Et donc, voilà ce qui arrive quand nous avons ce type d'institutions extractives. Ça produit des frustrations. Mais vraiment, aujourd'hui, la communauté, ça peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas institutionnel, mais c'est véritablement institutionnel. Et lorsque, je le redis, nous réformerons les institutions parce que c'est un problème qui me préoccupe de longue date. Ce problème me préoccupe de longue date. J'y ai réfléchi de longue date. Malheureusement, je ne suis pas en phase avec le système actuel. C'est ça qui fait nos divergences parce que moi, j'ai ma solution. Mais cette solution tient compte justement des priorités et des besoins des gens. Je vous parle là de Dangote et de ce que j'avais proposé pour faire une cimenterie écologiquement viable. Hervé en fera la publication. Vous n'auriez pas eu ce que vous avez eu. Vous auriez eu d'ailleurs un aménagement qui aurait été absolument une opportunité pour cet endroit-là. Vous avez, dans les cas par exemple des inondations qu'on vient de voir dans le littoral, c'est la même chose. Il y a des bras du fleuve. Lorsqu'on faisait par exemple l'aménagement du port, il y a des bras du fleuve qui ont été coupés. C'est-à-dire que ces bras du fleuve servaient un peu de voie de garage maritime pour les piroguiers, pour les pêcheurs et ainsi de suite. Lorsque vous faites un aménagement, n'est-ce pas, de cette envergure, que vous ne tenez pas compte de l'impact de votre aménagement sur les populations riveraines, qu'est-ce qui arrive? C'est ce que vous avez. Vous avez que
voilà, le cours d'eau, lui, se déborde, et ainsi de suite, ça fait des inondations. Vous comprenez? Mais le problème, vous ne le voyez que de manière parcellaire aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'îles sur le littoral qui seraient autant d'espaces d'opportunité si on se préoccupait de leur développement. Beaucoup d'îles. Mais ces îles, on ne peut s'occuper de leur développement que lorsque vous avez un gouvernement régional qui est élu par les populations. J'avais déjà dit lors d'une émission avec Dipita Tongo, je lui fais remarquer, je pense que lorsque vous chercherez, vous verrez que, attendez, comment est-ce qu'on a pu, au moment où on considérait la construction d'un deuxième pont, c'est Yannick qui a dit voilà, qu'on ait superposé un deuxième pont sur le premier pont. Vous voyez ce que je veux dire? Il me semble difficile que si vous vous étiez adressé aux résidents de Douala, de cette région, vous auriez bien vu qu'il faut aller construire le deuxième pont vers Aquanor. Et que peut-être un troisième pont également un peu plus loin. De manière que, quand les gens viennent du nord-ouest et de l'ouest, n'est-ce pas, ils pourraient, au lieu de venir jusqu'au niveau de Bonabéry, ils pourraient entrer par la ville au niveau de Aquanor ou bien de l'Opon. Vous comprenez? Voilà. Et que ceux qui viendraient, qui seraient en fait, devraient se rencontrer au niveau de Bonabéry, c'est ceux qui viendraient du sud-ouest et éventuellement du Mongo. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, si vous regardez que vous vous dites que le littoral baigne dans les cours d'eau, ou alors est baigné de cours d'eau, mais vous ne pouvez pas ignorer ces cours d'eau. Si vous faites l'aménagement du littoral comme voie de navigation, ce sont des voies fluviales. Dans le cadre d'un gouvernement central, hyper centralisé, ils ignorent même que c'est autant de cours d'eau. Pourquoi? Parce qu'au fond, si vous faites un débarcadère au niveau de Yabassi, c'est-à-dire un type de port au niveau de Yabassi, vous pouvez comprendre que lorsqu'une marchandise arrive en conteneur à Douala, mais tout ce qui va par exemple à l'ouest pourrait être marqué ouest et serait porté par cabotage, disons, au niveau du débarcadère à Yabassi. De manière que quelqu'un n'aurait pas besoin de partir de l'ouest, du nord-ouest, ainsi de suite, pour venir jusqu'à Douala pour prendre la marchandise. Étant donné que de Bafan à Yabassi, ça fait peut-être 60 km, il prendrait ces marchandises là, il est. Mais cet aménagement prévu par les Allemands ne peut se faire que lorsque vous pensez aux populations. Si vous ne pensez pas aux populations, vous ne pouvez pas le faire. De la même manière que celui qui doit venir là, lorsque vous regardez le cours d'eau de la Dibamba, vous pouvez de la même manière, quand vous regardez cela, porter les marchandises qui viendraient de là en allant vers Yaoundé Nord et tout, les porter, faire un débarquement au niveau de Dibamba. Mais ça, il faudrait simplement regarder cela. Sans compter tout ce que vous auriez comme opportunité en termes de tourisme, pour exploiter tout ce qu'il y a comme ressources touristiques, les mangroves, et ainsi de suite. Les gens ne seraient plus en train de se marcher dessus. Mais vous avez un système où ce que vous avez envoyé dans ces régions comme administrateurs, qu'ils soient ressortissants même de ces régions, ou qu'ils ne soient pas ressortissants de ces régions, ils sont là au service de votre homme Dieu, qui n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Et ils lui doivent allégeance au détriment des besoins des populations. Il faut que cela soit compris pour que lorsque nous allons arriver, qu'on va faire d'abord, en tout premier lieu, ces réformes institutionnelles pour redonner le pouvoir aux régions et aux populations, on va voir comment, n'est-ce pas, ce sera un peu comme si on a, n'est-ce pas, enlevé une chape de plomb sur les régions, libéré l'énergie, comme si on a libéré l'énergie, comme si on a, n'est-ce pas, un ressort qui était comprimé, on a enlevé la compression du ressort, et vous allez voir, ce serait une explosion. Parce que c'est simplement incroyable de pouvoir imaginer que une ville comme Douala, traditionnellement, les gens allaient à Tiko pour faire le marché, pour aller à Limbé, les gens circulaient. Si vous prenez un bateau, un ferry d'eau de Tiko, vous allez directement à Bonandio. Simple. Mais ça, il faut simplement que vous regardiez ça comme ça. Vous pouvez aussi imaginer qu'au lieu que les gens traversent le pont et font le ferry boat, donc les gens ont abandonné tout cela parce que vous avez un système central qui en fait tire tout le monde et fait en sorte que vous devenez paresseux. Vous ne vous souciez même pas des ressources propres que vous avez, mais qui permettent que des opportunités soient élargies pour tout le monde et que les gens ne se marchent plus dessus. Et ça devient une autre façon de faire. Et nous pourrions même avoir créé des incitations où lorsque les gens créent des sociétés, on évite que les actionnaires ne viennent que de la même région. C'est-à-dire que quand on voit que les gens
se sont mis ensemble, n'est-ce pas? Ils ont des incitations fiscales. C'est ça qu'un régime fait. C'est ça qu'un leadership fait. Vous voyez, quand il y a des problèmes raciaux aux États-Unis, vous voyez qu'on interpelle Trump, le candidat Biden dit ce que lui va faire au niveau des communautés, au niveau des injustices de la communauté. Et quand vous êtes à la tête d'un pays, que vous voulez, n'est-ce pas, que les communautés ne soient pas frustrées, exclues, ainsi de suite, mais vous créez des politiques, des incitations qui permettent que les gens se brassent. Les gens se brassent, se connaissent, n'est-ce pas, se connaissent, se reconnaissent, s'apprécient, et on ne fait plus ce qui se passe aujourd'hui où nos communautés vivent en repli sur elles-mêmes. C'est comme, vous êtes en pleine ville cosmopolite, c'est comme si vous aviez des bantoustans ethniques. Des bantoustans ethniques avec des cloisonnements, des gens qui ne se touchent pas, qui ne se parlent pas. On ne voit, voilà un système qui ne perçoit les problèmes qu'à travers la lorgnette communautaire. C'est comme Yannick qui est à la nuit, c'est Bangoula. Donc, il y a plein de lois là, tout il rêve seulement de Bangoula. Quand je lui dis ne va pas, quand tu vas à l'ouest, ça ne va pas à Bangoula. C'est comme si c'était impossible. Donc, en fait, c'est ça lorsque l'ossature mentale est adressée d'une certaine manière. Amener, et nous, c'est d'amener les gens à ce point. Et ce que ça devient complémentaire. Les talents des uns et des autres se complètent. Et vous vivez quelque part en parfaite harmonie pour le développement de tout le monde. Mais vous avez même l'impression que le régime là ne souhaite pas le développement des gens. Il souhaite plutôt appauvrir les gens et profiter de l'appauvrissement des gens, n'est-ce pas, lui pour prospérer. Vous comprenez? Il souhaite plutôt la paupérisation des gens. Il prospère sur la pauvreté. C'est un régime qui dure sur la pauvreté. Et je viens de vous le dire par rapport au phagocytage des chefs traditionnels. Mais imaginez que les chefs traditionnels ne travaillent même plus pour leur communauté. Là, je dis rien que vous ne connaissiez pas. Les chefs traditionnels ne travaillent plus pour leur communauté. Les chefs traditionnels travaillent contre leur communauté. Contre leur communauté. Nous avons été en prison. Je n'ai pas appris que nos chefs traditionnels respectifs se soient réunis, que ce soit du côté de... Oui, ouais, je veux dire le chef chez moi, Raido, ou bien les autres, que ce soit réunis. Enfin, disons tous les chefs là, parce qu'on était tous concernés, que ce soit réunis pour écrire une motion à l'homme-dieu, n'est-ce pas? Ou bien si vous voulez dire que bon, je vais encore aller plus loin, je vais aller chercher le village de ma mère là-bas, Malimba, pour dire que bon, voilà, peut-être que dans le village de ma mère à Malimba, ce serait dit que non, notre petit-fils maternel là-bas, on va chercher. Non, c'est le coqueville sur eux-mêmes. Parce qu'ils dépendent maintenant pour leur survie de ces gens-là. Vous voyez, ils ont trouvé le moyen de créer un conseil de comment vous l'avez appelé, de chefferie là. Mais j'imaginais que ce conseil pourrait même se réunir pour dire non, monsieur le président, n'emprisonnez pas nos enfants. Il y a vraiment, ils n'ont rien. Non, ils n'ont rien dit. Mais ils ont même fait pire. Ils se sont réunis à l'ouest pour, n'est-ce pas, qu'on ait comme. C'est parce que j'avais pas Yannick à côté, j'aurais vraiment trouvé un moyen de mettre un explosif là-bas. J'aurais eu peur. C'est quand même extraordinaire. On le dit, n'est-ce pas, en rigolant, mais voilà la tragédie. Voilà la tragédie qui a. C'est exactement cela. Mais je pense que, moi je dis, la communauté, ça va de mon point de vue, les jeunes, ça va surtout, parce que moi j'ai souvent l'habitude de dire, bon, ok, les gens à un certain âge, ils ont pris des plis, mais je crois beaucoup à la jeunesse. La jeunesse, ça va. Et je leur dis, en ce qui me concerne, je suis plutôt plein d'espoir que lorsque nous mettons en place, comme je le dis déjà, à agir, prenons notre destin en main, n'est-ce pas? Quelles que soient vos conditions initiales, rien n'est écrit d'avance. J'ai là un message d'espoir à leur endroit que nous prenons cette affaire, nous allons changer complètement la donne. Vous allez voir que ces espaces deviendront des espaces d'opportunité au lieu que ça devienne, comme c'est aujourd'hui, des espaces de désolation. Vraiment désolation. Des espaces de terreur où les militaires, les policiers vous font peur,
où vous allez, au lieu de régler les problèmes des gens dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est les armes qui sont en train de crépiter là-bas et tout le temps. C'est quand même extraordinaire que, en termes de solutions, vous opposez les armes aux populations. Je crois que nous aurons l'occasion de parler lors de la prochaine émission de la place de l'armée dans la République. Tout à fait. Ça, c'est absolument important. Donc, c'est vraiment un message d'espoir que je leur donne, que s'ils vivent ce qu'ils vivent là aujourd'hui, c'est ce système. Parce que c'est dans l'ADN de ce système de produire des frustrations au niveau des communautés. Mais on pourrait faire autrement. Et nous avons le logiciel pour ça. Nous avons le logiciel pour ça. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous dites que vous avez le logiciel pour ça, Président. C'est que le pays va mal, il va très mal. Hein, et c'est fort de ce constat et de cette conviction même que la question de savoir combien de temps est-ce qu'il faut pour relever le Cameroun vous a été posée lors d'une précédente édition. Et il me souvient que vous aviez dit à l'occasion qu'il fallait, à Maurice Kanto et à vous, un seul mandat, qu'il soit de 5 ou 7 ans. Vous pouvez convenir avec le Camerounais lambda que un mandat pour un pays dans un état de décrépitude comme celui-ci, ça laisse quelque peu dubitatif. Aux stratèges et à l'économiste que vous êtes, je demande comment est-ce qu'on met en musique, comment est-ce qu'on transforme un projet comme celui que vous portez en réalité palpable. Ok, je vois que comme il s'agit de nous, vous avez déjà réduit le mandat, le septennat à un quinquennat, donc à 5 ans. Sans même consulter les populations. Bon, ok. Disons donc, on est dans un quinquennat. J'espère que vous passerez quand même par l'Assemblée. Si vous commencez les méthodes des despotes là, eux, ils nous ont imposé un septennat passant de 5 à 7, ils ont demandé à personne. Bon, donc on travaille là-dessus. Mais je dois dire, Serge, qu'en fait, il y a deux axes. L'axe que je viens d'aborder là, c'est-à-dire réforme institutionnelle. C'est-à-dire des institutions, structurellement, vous donnez plus de pouvoir aux régions, n'est-ce pas, aux communautés. Et quand on élit les gens à la tête des régions, ils ont à rendre compte. Vous comprenez? Ils ont à rendre compte. Il y a quelque chose que je dois vous dire, que je n'ai pas regardé. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission de Honorable Marlise Doualabel face à enfin, c'était dans une émission animée par Lipita Tombo, mais il y avait Simon Béa et tout. C'est extraordinaire de vous rendre compte que Marlise est en train de dire que elle, étant du canton à quoi, n'est-ce pas, et mariée sur les Bélois, ne pouvait pas être députée sur les Bélois, mais je vous signale que c'est deux cantons qui sont juste à poser. Ils sont juste à poser, c'est-à-dire vous avez à quoi, vous avez Bali de l'autre côté. Si vous avez du sectarisme à ce niveau-là, mais vous imaginez le sectarisme à ce niveau, si vous le répandiez à l'échelle de Douala, ensuite à l'échelle du littoral, comment est-ce que les gens peuvent vivre avec ce genre de sectarisme? Que Marlise soit d'Aqua, qu'elle soit députée à Bali ou ailleurs, qu'elle représente les populations, surtout qu'elle fasse bien son travail, l'essentiel c'est qu'elle soit élue. Ça déjà, je ne le comprends pas. Mais peut-être qu'elle le comprend. Mais moi, je ne comprends pas ce système. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez, quand je vous parle de modèle sectariste, parce que lorsque vous êtes sectaire dans votre approche des problèmes, vous n'arrêtez pas. Vous l'amenez même à l'intérieur de votre propre famille. Parce que ce régime oppose des gens. Il faut être très fort dans la famille, avoir d'autres idéaux, pour que ce régime n'oppose pas les frères. J'ai vu des frères qui s'opposaient ici en disant, il y en a un qui disait que l'autre était devenu ministre, mais c'était sa place. Enfin, c'est extraordinaire. Je ne vais pas donner les noms. Mais ce régime en arrive à cela. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez? C'est un régime qui fait ça. Vous ne voyez pas la nature diabolique. Vous ne voyez pas la nature diabolique d'un tel régime. It's absolutely devilish. It's absolutely devilish. It's just there to divide people. Ce n'est pas un régime qui est fait, je vous le dis. Il n'est pas conçu pour transformer l'environnement. J'utilise des mots simples pour que les jeunes gens là me comprennent. Ce n'est pas un régime qui est fait pour transformer l'environnement. Parce que le rêve que j'ai souvent avec vous, c'est de dire que c'est ce que je voudrais vous voir transformer dans quelques années.
Acte Agir veut que vous vous transformiez, ça mon rêve. C'est-à-dire, dès que vous devenez membre d'Acte Agir, c'est ma mission, ma finalité, c'est que vous réalisiez pleinement votre potentiel créatif. Je m'assois, je vous disais hier, Yannick, tu n'étais pas là, je vous disais que, mais attendez, mais qu'est-ce qui m'intéresse celui? C'est que je vois qu'il est talentueux, qu'il réalise pleinement son talent. C'est bien ce que je vous disais hier, parlant de lui, donc parlant de tout le monde. C'est ça mon esprit. Réaliser pleinement son potentiel créatif. Mais quand vous n'avez pas cela en tête, que vous êtes plutôt là pour appauvrir les gens. Et je vous ai déjà donné l'exemple de mon gardien, où je vous ai dit, de temps en temps, je le regarde, je dis, mais il aurait pu être Einstein. Il aurait pu être Mozart. Il suffisait simplement de créer les conditions pour que cela se fasse. Mais vous avez, vous, un régime dont l'ADN, c'est un ADN qui doit célébrer un individu au détriment des talents des populations. C'est tout. Si vous faites l'inverse, vous inversez, vous obtenez autre chose. Et je sais que c'est de cela qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Transformer l'environnement de manière à ce que tout le monde s'épanouisse et même que les communautés soient préservées et se développent entre elles et dans l'harmonie, dans la solidarité, n'est-ce pas, dans la solidarité et dans la fraternité. C'est ça l'idéal républicain. L'idéal républicain ne peut pas être, n'est-ce pas, que les gens se tuent. Ce n'est pas ça l'idéal républicain. Je suis le frère de Mamadou Mota, au nom de la République. Pas au nom de son ethnie, ou au nom de la mienne. On ne serait pas frère. Mais je suis son frère au nom de la République. Je suis le frère de n'importe quelle personnalité ou enfant du Nord, au nom de la République. C'est ça l'idéal républicain. C'est ça qui nous réunit. That's the bond of solidarity in a republic. Je suis le frère de n'importe quel ressortissant de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, au nom de la République. C'est mon frère, c'est ma sœur, c'est la fratrie républicaine. Quel que soit d'où ils sortent, quand je le vois, Camerounais, il est mon frère, Camerounaise, elle est ma sœur. Au nom de l'idéal républicain. Mais ça là, il faut cultiver ça. Si vous avez un régime comme celui-ci, qui, what they are doing, they are planting the seeds. They are planting the seeds of division. They are planting the seed of hatred between communities and between people. You can succeed to do it. Oui, et parce que je veux perdurer au pouvoir, je fais que opposer les gens. On oppose. On passe le temps à opposer les gens. Et c'est juste ça, le secret de 40 ans de M. Biao. Je vous ai dit que non. Mais il n'aurait pas pu faire les 40 ans s'il n'avait bénéficié de la complicité, très souvent, de l'élite de ces régions même. N'est-ce pas? Où il est utilisé à se cogner les têtes, les communautés à se cogner, et ainsi de suite, et tout cela. C'est le secret de l'affaire. Mais moi, on ne fait pas ça là pour que les gens se cognent. Nous regardons plus loin. Nous regardons plus haut. Nous voulons transformer. On vous donne une société. Vous travaillez à maintenir la société dans le statu quo. À la limite, vous fossilisez la société. Au lieu de faire quelque chose de plus dynamique, de plus vivant, de transformer, de projeter le Cameroun dans l'avenir. Mais vous m'avez demandé une fois, mais comment vous feriez? Mais attendez, aujourd'hui, vous avez des infrastructures qu'on doit construire partout. Les routes, les ponts, les ports, vous les tracez entre les régions, au sein des régions, il n'y a aucun problème. Vous m'avez demandé les financements une fois. Je vous dis non, il n'y a pas de problème de financement. Je vous ai dit, il suffisait simplement de regarder 5 000 milliards de budget. Vous faites des économies de 10% là-dedans, en évitant le gaspillage que vous faites actuellement. D'ailleurs, vous avez une des notes que j'ai faites à M. Biya à l'époque. Vous parlez que vous avez diffusé pour montrer qu'on n'avait même pas besoin d'aller chercher les dettes. Il suffisait simplement de bien gérer le budget que nous avons. Vous dégagez une économie, une épargne de l'ordre de 500 milliards par an.
vous avez de quoi faire les choses, n'est-ce pas? Et vous faites travailler vos propres ingénieurs, et cela est possible. Maintenant, jamais dans l'histoire du monde, on avait disposé d'autant de technologies, d'autant de moyens technologiques pour pouvoir, n'est-ce pas, que ce soit faire les calculs, que ce soit faire de la conception, le design, et ainsi de suite. Nous avons tous ces moyens. Vous imaginez que au niveau des régions, il y aurait une sorte d'émulation entre les régions. Au niveau central, ce que vous auriez simplement, c'est une espèce de coordination pour la normalisation. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de trouver des fenêtres à une certaine dimension dans le littoral et d'autres fenêtres à une autre dimension dans le nord. Vous avez dans l'ensemble du pays les mêmes normes. Les mêmes normes pour les produits de santé, les mêmes normes pour les produits mécaniques, les mêmes normes pour les produits, que ce soit de la menuiserie industrielle, les mêmes normes pour tous les produits et services que vous avez. C'est ça que le centre doit faire, n'est-ce pas, naturellement en association avec les autres. Vous avez des types d'infrastructures qui seraient financées, cofinancement entre le système central et les régions. Je vous avais également répondu à cette question en vous disant que quand vous avez en Amérique du Nord des villes comme Toronto, Montréal, New York et d'autres villes, parce qu'elles sont autonomes, elles ont la capacité, n'est-ce pas, d'émettre des obligations sur les marchés financiers. Et donc peuvent se faire financer par les marchés. Parce que chaque ville, quelque petite qu'elle soit, a des revenus qui sont pérennes, qui sont certains, quoi, si ces revenus sont pérennes, et peut établir un plan de financement en fonction de cela. Donc elle a ça, elle peut mettre des financements à l'extérieur. On peut naturellement créer au niveau central une espèce de fonds de garantie pour tous les emprunts que les régions pourraient faire. Par exemple, une caisse de dépôt et de conciliation qui serait garante, n'est-ce pas, de ce genre de choses. Donc on peut créer une espèce de contingency fund qui serait un fonds de garantie pour la mobilisation des capitaux internationaux au niveau des régions. Et ça, ce serait possible. Et ça, à partir de ce moment-là, chaque région pourrait aller très vite. Pendant que l'Est est en train de négocier une coopération, peut-être avec la France, peut-être le Nord est en train de négocier une coopération avec l'Inde, peut-être, c'est pas moi, le littoral est en train de négocier une coopération, c'est-à-dire chaque État fédéré, quoi, de négocier une coopération avec d'autres. Il y aurait un développement qui serait simultané, mais pas sur les mêmes thèmes, sur les thèmes prioritaires à chaque région. L'adduction d'eau, qui peut-être n'apparaît pas prioritaire pour quelqu'un qui est assis à Yaoundé, ne lui apparaît pas prioritaire pour le Nord, mais deviendrait prioritaire pour les gens, la personne qui est au Nord, ou à l'extrême Nord, et trouverait des solutions. Des solutions pour que... Et il y aurait une émulation entre les régions, puisqu'il y aurait libre circulation, n'est-ce pas, des biens et des personnes entre les régions, de manière à créer cette émulation. Et la dématérialisation des procédures administratives. L'un des grands sujets, ce serait le problème de la corruption. Mais vous devez savoir que, une fois que vous avez dématérialisé, les paiements se font maintenant automatiquement. Les espèces ne sont plus manipulées comme vous le voyez là maintenant. Tout se passe au plan électronique et les moyens sont là. Et ça devient beaucoup plus transparent, ça devient beaucoup plus traçable. Mais aujourd'hui, vous imaginez que les gens pris par la corruption ne veulent même pas aller vers des solutions qui existent. Des solutions existent. Mais vous avez déjà une incongruité que vous avez aujourd'hui, c'est que dans un pays comme le Cameroun, 30 à 40% des enfants qui naissent n'ont pas de certificat de naissance. Et quand vous voulez faire votre assurance santé universelle, vous faites ça à partir de quoi? Si vous n'avez même pas fait le recensement de toutes les populations. Comment est-ce qu'on peut imaginer que les enfants naissent encore aujourd'hui, au XXIe siècle au Cameroun, ne sont pas identifiés par un système central, n'est-ce pas, qui assignerait à chacun un identifiant unique, à chacun, fondé sur la ville où la personne est née, le département, la région, une codification des 2, 3 premiers mois, tout ce qui arriverait de manière très simple, pour que chacun ait un code. Donc c'est des solutions qui sont faciles, extrêmement faciles. On n'aurait pas de problème à le faire. Une cartographie du pays. Vous imaginez quelqu'un qui a quelques lopins de terre à vos monos aujourd'hui, mais il ne peut pas les lotir, il ne peut pas obtenir un titre foncier. Mais c'est un vieux papa qui a peut-être 1 hectare de terrain. Il meurt dans la pauvreté. On va tokeniser ça, on va tokeniser, c'est-à-dire que finalement, on va lui donner une valeur. En ayant une cartographie, le monsieur qui a 1 hectare à SK,
Mais il dit que j'ai un état, etc. Mais en fait, son état n'est pas vu. On va rendre son état visible. Et du coup, il n'est plus pauvre. Donc, au fond, en faisant une sorte de tokenisation au niveau des blockchains, n'est-ce pas, nous pouvons rendre un actif qui était mort devient un actif qui est vivant. Et à partir de ce moment-là, ce monsieur peut avoir même un prêt à la banque. Parce que c'est visible. C'est pour ça que quand vous avez 100 mètres carrés à New York, vos 100 mètres carrés à New York valent plus que les 10 hectares que vous avez au village, Serge. Parce que les 10 hectares que vous avez au village ne sont pas dans une représentation universelle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça, on va réussir à le faire. Et ça, c'est très important. Donc, on a plein de gens au village qui sont considérés comme pauvres. Oui, parce que leurs lopins de terre ne sont pas, n'est-ce pas, identifiés. La cartographie va également travailler à y aider. Oui, la cartographie va également travailler à y aider. Voilà, pour que tout cela soit identifié, repéré et qu'on ait un espace de représentation. Vous voyez, ça serait possible. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, vous allez voir, Yabassi considérés comme des gens pauvres et ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas pu simplement titrer leur terre. Parce que pour titrer une terre, aujourd'hui dans la région de Yabassi, c'est la croix et la bannière. Donc les gens ont des terres, mais sont considérés comme pauvres. Mais lorsque les facilités leur seraient données, et qu'on aurait donc construit ce port, de débarcadère à Yabassi, le port là-bas, et tout de suite vous avez créé la viabilisation. Et la voie d'eau, qui permettrait donc une voie d'eau qui travaillerait de manière à ce que ça parte de Douala, ça aille jusqu'à Yabassi, c'est fini. C'est désenclavé. C'est désenclavé. Et la route, l'infrastructure, c'est désenclavé. Le reste se fait par la dynamique des populations. C'est ça qu'il s'agit. Lorsque vous le faites la même chose, vous partez par exemple de Daïdo pour aller en pays avant, que vous créez une voie fluviale là, c'est fini. Vous avez, les gens font, là-bas ils font le, comment vous appelez ça? Comment le Aquila? Mais c'est toi qui connais le nom de ça. Comment c'est Odontol? C'est Odontol. Oui, ou le fédéral. Le fédéral. Le fédéral. Le Kembe fédéral. Le Kembe fédéral. Bon, vous voyez bien que si vous allez maintenant à Oklahoma, vous allez voir que dans chaque concession, quelqu'un a mis un bélier. En fait, il extrait le pétrole. Et il y a la raffinerie qui passe pour venir chercher le pétrole. Parce qu'une simple législation a donné que si vous trouvez le pétrole dans votre concession, c'est votre pétrole. Donc vous l'extrayez et la raffinerie vient l'acheter et faire les choses. Les gens, si vous allez par exemple en pays à Gondio, ces gens connaissent, n'est-ce pas, la technologie de fabrication du Kembe depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez dans la forêt, vous voyez des alambics qui sont faits ici dessus selon le principe de la distillation et de la distillerie. Mais vous avez décidé que vous interdisez ça. Du coup, vous les pourchassez au lieu de les encadrer. Voilà comment vous faites des pauvres. Là où ça aurait pu être simplement des citoyens riches. Vous comprenez? En ayant un autre regard sur les gens. Je me souviens, à un moment donné, on commence à dire que oui, il y a des investisseurs qui vont venir, qui vont aller à Yo-Yo, c'est là-bas en pays Malimba, et ils ont dit qu'ils vont faire des centres touristiques extraordinaires. On a commencé à, c'est-à-dire que les gens se sont dit que oui, le pays Malimba va devenir quelque chose d'extraordinaire. Ils ont chanté tout ça. Vous avez là, 15 ans après, 20 ans après, rien du tout. Rien n'a été fait. Pourtant, vous allez dans cet environnement, c'est un environnement absolument riche. C'est la plus belle plage de... Absolument. Donc, si quelque chose peut se passer, et c'est vous développez ça, c'est pour le bien de tout le monde. C'est le bien de tout le monde. C'est la même chose quand je parle du nord-ouest au niveau des chutes de Menchum, parce que la chute, ce n'est pas simplement l'hydroélectricité. Mais la chute, c'est également le paysage que vous avez à Menchum. Parce que les gens vont à Niagara, faire le tourisme à Niagara, parce que ça a été aménagé, Niagara Falls. Ça a été aménagé en Ontario. C'est-à-dire que vous décidez d'aller vous balader, vous avez des séjours, des hôtels, vous pouvez rester, vous allez visiter les chutes de Niagara, parce que c'est de toute beauté. Vous comprenez? Quand vous sortez de Bafoussam pour aller vers le Noun, vous avez les chutes là, je vous ai oublié le nom exactement, ça aussi c'est des chutes. C'est des chutes qui peuvent être aménagées. Pour la beauté des chutes, pour attirer les gens, je n'ai jamais vu un pays avec autant de ressources naturelles et qui reste pauvre, juste à cause de la gouvernance et du leadership. Moi, je ne serais pas allé en Suisse. Je ne serais pas en Suisse passer les vacances. J'irai dans toutes ces localités qui sont simplement extraordinaires. Mais je ne vais pas en Suisse.
Et lorsque les gens se rendront compte que le chef là n'est pas allé en Suisse, il est là, à côté de chute là, il est à Menchum, il est à ceci, il est à cela. Il est à Bachenga à côté. Il est à Bachenga à côté. Vous allez voir ce que ça aurait comme effet d'entraînement. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, lorsque on a envoyé les équipes là pour distribuer au nord, les Mathieu Youbi, les Djilo, je pense qu'ils sont revenus en vous disant que c'est des paysages simplement extraordinaires. Comment on a pu abandonner ça? Puisque vous qui avez d'abord travaillé dans le domaine du tourisme, vous savez qu'on aurait pu concevoir des produits touristiques, des circuits touristiques, où quelqu'un parte d'Europe ou d'Amérique du Nord, vient faire à la fois un tourisme balnéaire et puis fait un tourisme de safari. Tout à fait. En 10 jours, c'est merveilleux. En 10 jours, au Cameroun. Sans parler d'aller dans le sud-ouest ou d'aller dans les montagnes de l'ouest. Regardez une ville comme Tchang, qui a été célébrée dans le temps. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Qui ne vit que grâce à l'université. Qui ne vit que grâce à l'université. Mais ce qui faisait l'attrait de la ville, je crois que ça a disparu. Oui, c'était une ville touriste de thermalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est votre domaine. Vous voyez que le site de Korop, Korop Park, qui est un site classé, Patrimoine mondial de l'humanité. Dans le patrimoine mondial de l'humanité, ceux qui me demandent qu'est-ce qu'on ferait, je dis non. Il suffirait simplement de faire réguler le parc. Non, du tout, ça va tout de suite. Il y a la réserve de Campoman. Exactement, la réserve de Campoman, pareil. C'est-à-dire que quand je dis ça aux gens qui sont des Camerounais qui sont peut-être à l'Est, ils ne s'imaginent pas. La réserve de Campoman est une réserve extraordinaire, de toute beauté. La fondation environnementale, si on a obligé dans le cadre du projet de pipeline, c'est de créer une fondation environnementale pour pouvoir protéger la réserve de Campoman. Mais qui le sait? Est-ce que les Camerounais, vous savez, il n'y a pas d'infrastructure pour pouvoir amener les gens à aller là-bas? Vous voyez, c'est ça qu'il s'agit. Quand vous allez à Kribi, vous vous contentez des chutes de la Lobé, mais il y a plus beau à voir dans la réserve de Campoman. Il y a plus beau à voir dans les Kapsiki, à Ouaza, à Boubandjida, et ainsi de suite. Il y a plus beau à voir jusqu'au lac Tchad pour voir des choses. C'est notre pays, ça. Malheureusement, à l'absence d'infrastructures, les gens ne voyagent même pas au Cameroun. Alors que dans l'ensemble des pays du monde, les premiers touristes, c'est les ressortissants de ce pays. Alors, comment vous pouvez vous connaître et ne plus continuer à vous regarder comme des étrangers, comme des chiens de faïence, si on ne crée pas les infrastructures pour que les Camerounais ne soient se brassent, voyagent, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait cela. Et que, en pleine ville, vous êtes là comme des réserves, c'est-à-dire comme des bantoustans ethniques. C'est tout, c'est des bantoustans ethniques, des enclos juxtaposés où les gens ne se rencontrent pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, c'est un changement de mindset. Et c'est ce que très souvent nous sommes en train de dire quand je parle d'agir acte, le changement de mindset. Il est la chose la plus importante. Changer l'état d'esprit des gens, les mentalités des gens, le mindset des gens. C'est pas possible que chaque fois qu'on doit rencontrer notre Camerounais, il doit d'abord apparaître comme ressortissant d'une tribu. C'est-à-dire, vous regardez sur la personne à travers une petite lorgnette. Petite lorgnette tribale. Vous-même, vous ne voyez pas que vous réduisez le monde. Vous réduisez, c'est-à-dire vous voyez quelqu'un à travers votre petite lorgnette tribale, donc vous avez réduit l'espace de vie. Et au moment où moi je veux que le Cameroun soit projeté dans l'aventure humaine, dans le monde, projeté dans le monde, vous avez un régime qui est incapable de projeter le Cameroun. Parce que c'est un régime qui subit les événements, qui subit le cours des choses, qui ne cherche pas à influencer le cours des choses. C'est cela que vous avez comme régime, si vous l'observez bien. Comme il n'anticipe pas, il ne voit pas les problèmes venir. Et quand les problèmes surviennent, n'est-ce pas, il subit les problèmes. Et il subit les problèmes, et il subit les problèmes de plein fouet. Il est comme groggy, n'est-ce pas, il ne trouve pas de solution. Ça, vous le voyez, la claire, Nozo. Petite revendication, des teachers et des lawyers, 4 years afterwards, claims and grievances, they have escalated to become a full, armed conflict. Thousands of deaths. Thousands of deaths. Did you see what's happening in Bamenda the other day? Just horrible, just horrible. Yeah, just horrible. It's a tragedy. The army is killing their own people, which is normally unthinkable in a republic.
I hope we're going to talk about it, you know, in another program really soon. Thank you so much, Mr. President. I have another question. Monsieur Biya a signé cette semaine un décret fixant le nombre de conseillers régionaux, leur ventilation région par région, un peu pour confirmer son intention d'aller de l'avant dans sa logique de défiance et de mépris pour les Camerounais et même la communauté internationale. Que vous inspire cet acte? Oh, je pense que c'est des gens qui veulent faire les sbroufs. Il y en a même, quand Maurice Kamto a fait appel à la mobilisation des populations, disons, en fait, pour les conscientiser par rapport à ce qu'elles doivent être, parce qu'à la fin, l'appel, c'était que prenez votre destin en main, que les Camerounais prennent leur destin en main. C'est ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il a fait d'anti-républicain, d'anti-civique, d'appeler les populations à prendre leur destin en main? Mais le plus simple, c'est ce que je dis ici chaque jour, c'est de nous prendre en main, de prendre notre destin en main, de prendre notre destinée en main. Si on n'arrive pas à le comprendre, c'est que justement, pour que ça vous donne justement, ça révèle la nature de ce régime. Il y a longtemps que face à tous les appels de la communauté internationale pour résoudre nos problèmes, il y a longtemps qu'un vrai chef aurait dit, asseyons-nous autour de la table. C'est notre problème, c'est le problème de notre pays. Au lieu de regarder les gens, je n'ose même pas dire du mépris, parce que moi je n'appelle même plus ça mépris, j'appelle ça de l'ignorance. C'est même l'absence de civilisation. Ce n'est pas des gens civilisés. Je préfère vous le dire. Pour moi, je vous dis, ce n'est pas des gens civilisés. Those people are not civilized. C'est les villageois. C'est les villageois. Dans le monde du 21e siècle, il est impossible de penser que vous gérez un pays. Une composante de ce pays est mal à l'aise, ne se sent pas bien. Il faut que vous, le chef, ne réunit pas les gens pour qu'on parle. Mais vous êtes chef là même, pourquoi? Why are you leader? Why are you leading that country or the people of the country? Why are you doing it? Mais regardez la campagne des États-Unis. Ces gens ne parlent que de leur population. Biden et Kamala Harris ne parlent que de leur population, de ce qu'ils feront pour leur population, de l'empathie que Biden a pour les populations, de son sens de l'écoute pour les populations, et ainsi de suite. Mais je veux dire que quand une armée sort pour tirer sur les populations dans une république, c'est pourquoi vous dirigez ce pays. Pourquoi? Pourquoi vous avez pris le pouvoir, vous cherchez à le diriger? What is the purpose? What is the aim of it? And what is the aim? And what is the goal of this leadership? Parce que c'est simple. Vous avez vu Macron, par exemple, quand il y a une grande crise, mais il appelle tout le monde, y compris les partis d'opposition. C'est le pays maintenant qui est en jeu. The country is at stake. Pour qu'on discute. Quand les Gilets jaunes ont commencé il y avait une partie de la société qui était en révolte. Il fallait qu'on en discute. Qu'on trouve une solution ensemble. Comment vous pouvez vous trouver dans ce que nous sommes là depuis 4 ans, et bien avant d'ailleurs, pour d'autres crises, que les gens ne se soient pas retrouvés ensemble? Vous vous souviendrez, comme on dit souvent, que oui, il était au palais, il ne disait rien, mais c'est la rigolade. Lorsque ça s'est passé en 2013-2014 au nord, que la guerre a éclaté avec Boko Haram, vous pouvez retrouver ça dans deux journaux. Je pense Le Messager et L'Air du Sahel. Où j'ai dit que mais ce n'est pas une guerre des nordistes. C'est une guerre de tous les Camerounais. Parce que je disais, où que ce soit, quand un Camerounais est affecté, vous devez savoir que c'est vous-même qui êtes affecté. C'est ça le sens d'appartenir à un pays, où que nous soyons. Et pour que de temps en temps on ait l'impression, il faut que le leader sorte pour réunir les gens. Un pays où vous ne faites pas le conseil des ministres, où il devient sporadique. Mais vous avez quel indicateur pour juger de la paix? Ça suffit là pour juger que ça ne peut pas marcher, si les gens ne se réunissent pas.
Moi, je ne sais pas ce que... Je vois souvent les hiérarques du RDPC faire des sorties, comme je dis, des sorties vraiment aériennes. Le premier indicateur, vous venez dans une organisation, on vous dit que l'organisation, s'il n'y a pas de réunion, sachez que l'organisation ne va nulle part. Ah non, l'organisation ne va nulle part. Mais regardez l'Union européenne. C'est les réunions tout le temps. Regardez Merkel et Macron. C'est des réunions tout le temps. On vous dit les gens ne se réunissent pas. Vous voulez encore quel indicateur de peu? Mais vous avez... c'est les gens non civilisés. Non, they are not civilized. They are not civilized people. I'm sorry to say it. Non, they are not civilized people. I mean, they are not modern people. Ce pas les gens modernes. Comment vous pouvez gérer un endroit sans que les gens se réunissent, que les dirigeants se réunissent? I just want you to explain that to me. Les gens ne se réunissent pas. Vous allez faire comment? Vous voulez quel autre indicateur de performance, de bonne gouvernance, de bon leadership, ainsi? Vous voulez quel indicateur? Un chef se cache. The guy is hiding himself. He's not coming in the fore. He's not talking to people. He's not listening to people. He's living in a bubble. The guy is just living in a bubble, signing I don't know what. If he is the one signing them. That is the question. A big question. Question mark. Dans la région de l'extrême nord, hein, on l'a peut-être évoqué rapidement tout à l'heure, est fortement touchée par les inondations qui entraînent des dégâts importants. Il y a des ponts, des radiers, de nombreuses routes et même des habitations qui sont détruites. On a observé une actualité quand même curieuse. On a vu une forte délégation ministérielle partir de Yaoundé par un vol spécial d'Ethiopian Airlines qui s'est rendu sur le site. On a envie de se poser la question de savoir pourquoi y faire. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement? Bon, d'abord, ils sont partis là-bas. Le pont, c'était déjà, il ressort du collapse. Il était déjà tombé. Donc, s'il y avait même des casualties, ce serait déjà fait. Nous, on gère dans un système anticipatif. C'est-à-dire que l'accident ne doit pas arriver. C'est l'accident qui doit être exceptionnel. Mais vous, l'accident est devenu normal. Dans le système-ci. L'accident est devenu normal et récurrent. Vous voyez bien, première chose, mais ça m'inspire, que c'est extraordinaire que d'abord ils arrivent, ils vont là-bas, les fatalities are already there. Ensuite, l'autre situation, c'est que quand vous êtes dans un système, on va dire, où les pouvoirs sont aux régions, mais le service de génie civil de la région ou de la municipalité surveille régulièrement l'état du pont. Tous les ouvrages d'art. Mais si vous regardez les ouvrages, si vous regardez cet ouvrage-là, comment il s'est défait, mais vous, c'est la rigolade, parce que vous voyez bien que c'est une espèce de jointement de l'ouvrage, mais ça là, ça ne se fait pas overnight. Ce qui se passe au niveau de ce pont, vous pouvez le voir que le pont est en train, les différents éléments sont en train de se désolidariser. Et vous le voyez et vous savez que quelque chose peut se passer là. Et vous faites de l'entretien. Mais naturellement, qui va voir ça là? Les personnes qui ont le pouvoir et la décision sont à Yaoundé. Le pont est très loin d'eux. Ils ne passent pas sur le pont. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Les populations même qui utilisent le pont sont abandonnées, n'est-ce pas? Sont à la merci de la nature. Ils n'en savent rien du tout. Voilà ce qui arrive. C'est pour ça que je vous dis, dans le cadre d'une véritable, n'est-ce pas, autonomisation des régions, ce genre de choses n'arrive pas très souvent. Parce que la personne n'a pas à s'occuper de tous les ponts du Cameroun. Il a à s'occuper des ouvrages qui sont chez lui là, dans sa ville et dans la région. Vous voyez ce que je veux dire? Mais imaginez-vous quelqu'un qui est assis à Yaoundé doit s'occuper de tous les ouvrages du Cameroun. Ça se passe comment? Mais je vous dis, c'est ça la beauté du fédéralisme. Regardez comment l'Allemagne a mieux tenu contrôler le Covid-19 que les autres pays. S'ils fonctionnent dans un cadre décentralisé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Oui. Si par exemple, ce qui est arrivé aux États-Unis est arrivé, c'est en fait un problème de leadership de quelqu'un qui a fait le déni du virus au début. On y est trompe. C'est ça qui est arrivé. Mais en même temps, eux,
ils ont la capacité de réagir. Et ils vont réagir en fonction de cette capacité. Nous, c'est total collapse. Vous allez voir que le Canada a mieux réagi dans un système fédéral. C'est de ça qu'il s'agit. Souvent, on pose la question, mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on arrive... Pour moi, c'est des réponses qui sont institutionnelles. Tout ce que nous avons là, que ce soit ce que vous avez vu à Douala, que ce soit ce que vous avez vu à Bamenda, que ce soit ce que vous avez vu dans le Nord de manière générale, dans le Nord, c'est institutionnel. Ce que vous voyez maintenant du côté de notre frontière avec la République centrafricaine, c'est institutionnel. Quand on dit un pays en délabrement, ça veut dire qu'en fait, chacun se débrouille. Chacun se débrouille dans chaque coin du Cameroun. Les gens sont dans la débrouillardise en permanence. Mais que tu sois dans un pays où tu n'es pas soucieux de te dire d'abord quelle est la population du Cameroun. Mais en tant que chef, la première chose que tu te dis, je veux, puisque je travaille pour cette population. Si je travaille pour cette population, mais la priorité des priorités est de connaître quelle est la population du Cameroun et quelle est la structure d'âge. Parce que la structure d'âge te renseigne sur les besoins de la population. Si par exemple 90% de la population du Cameroun était faite de gens qui ont plus de 70 ans, je comprendrais que même le type de maladie soit différent. Donc j'orienterai mon système sanitaire de manière très différente. Mais si on vous dit que 80% de la population a moins de 35 ans, vous devez aussi voir quel type de besoin votre population a pour réorienter ça de manière différente et pour faire vos investissements également et vos programmes de développement de manière différente. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous travaillez, vous voyez les gens en route, vous leur demandez carte d'identité, non pas, vous demandez à des enfants nés sans acte de naissance. Mais vous concevez même vos systèmes de santé comment? Sur quelle base? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme programme de développement si vous ne connaissez pas les populations? La structuration des populations, la démographie. C'est énorme. Chef, c'est la première chose que vous devez chercher à savoir puisque vous voulez travailler pour ces populations. C'est d'abord elle que vous devez connaître. Parce que lorsque vous verrez la pyramide des âges, vous saurez également le type de problème auquel vous avez à faire face. Voilà. Président, il y a une autre question. Le JICAM a commis il y a quelque temps un rapport dans lequel il mentionnait les difficultés auxquelles était soumise l'entreprise au Cameroun. Et par rapport à la COVID-19, apparemment le gouvernement dit qu'elle va accompagner les entreprises en apportant des facilités ou des subventions. Bon, la question que je voudrais quand même poser, quand on regarde à peu près comment ça se passe un peu ailleurs, quel est le regard que vous portez sur l'entreprise au Cameroun aujourd'hui? Est-ce qu'elle joue pleinement son rôle, l'entreprise au Cameroun? Et quelles sont les faiblesses finalement du mouvement entrepreneurial au Cameroun? Quels sont les défis que elle pourrait relever? Vous savez, un pays qui ne croit pas à l'entreprise, à l'entrepreneur, est un pays qui ne croit pas en lui-même. Parce qu'en réalité, c'est l'entrepreneur c'est lui qui imagine, c'est lui qui crée, c'est lui qui innove. C'est lui qui prend le risque d'aller chercher une marchandise en Arabie Saoudite, je sais pas, en Chine, de créer. Moi, j'ai des choses que on va faire dans le cadre de survie dans les prochains jours là et tout. Mais je suis avec les entrepreneurs. C'est avec les entrepreneurs, c'est pas avec l'administration. C'est les entrepreneurs, c'est ce mouvement. Mais vous avez eu un truc ici un jour, lorsque vous voyez le système extractif de rentiers, de consommateurs en bout de chaîne. Vous avez un entrepreneur camerounais qui fait des portiques désinfectants. Mais lorsqu'il s'est agi de faire des portiques désinfectants, vous avez parti les importer de Corée du Sud. C'est quand même extraordinaire comme attitude. Vous avez des entrepreneurs nationaux qui font ça. Je vous ai même raconté l'histoire de la SNH, qui était actionnaire, qui est toujours actionnaire du chantier naval. Et qu'au moment où la SNH a envisagé de construire un bateau-hôtel avec des fonds propres, 17 milliards, à peu près en 2008-2009, il est parti commander le bateau-hôtel dans un chantier naval étranger, turc précisément. Mais enfin, vous êtes actionnaire du chantier naval à Douala. Vous voulez avoir un bateau-hôtel.
ce n'est pas que c'est les Turcs qui vous ont prêté de l'argent. Vous avez vos 17 milliards, vous êtes parti les dépenser là-bas en Turquie. On va commencer. Prenons d'abord le dessin du bateau. Le dessin, le design, les calculs des structures. Vous auriez pu prendre les ingénieurs turcs, leur dire que venez au Cameroun, vous allez vous asseoir avec les ingénieurs camerounais. Vous allez concevoir ça ici à Douala. D'accord? Vous allez dessiner le bateau là, là. Vous allez faire les calculs des structures là à Douala avec les ingénieurs camerounais. À supposer qu'ils aient par exemple ce savoir-faire, que c'est pour ça que vous êtes parti là-bas. Ensuite, vous allez faire venir les feuillards et les profilés. Vous les faites venir à Douala. Vous les coupez à Douala. Vous les coupez là au chantier naval. Vous avez toutes les machines là-bas pour couper, que ce soit les lasers et ainsi de suite. Et si vous n'en avez pas, vous achetez les machines pour couper les feuillards et tout ça à Douala. Ensuite, vous soudez à Douala parce qu'il y a les soudeurs là. Il y a même une école de soudure qui avait au chantier naval. Je suppose que ça ne fonctionne même plus maintenant, que vous y avez envoyé à la tête d'un sous-préfet ou un préfet, je ne sais pas. Vous faites ça à Douala. Vous faites tous les systèmes anti-rouille, n'est-ce pas, à Douala, c'est-à-dire l'anodisation pour lutter contre l'oxydation, vous faites ça à Douala. Et la peinture du bateau à Douala. Et les sièges, tout ça, vous faites ça là. Vous vous assurez que vous avez fait travailler votre main-d'œuvre avec votre argent. C'est comme ça que vous bâtissez cette coopération. Mais que j'apprenne que le bateau là s'est construit totalement là-bas en Turquie et que tout ce que vous avez fait, c'est que le jour où il a fallu le chasser, vous avez amené une délégation là-bas pour boire le champagne, ouvrir le champagne là-bas en Turquie. Voilà la contribution camerounaise à la construction de ce bateau. C'était la délégation à la réception pour boire le champagne. Voilà ce que vous avez fait. Ça, c'est quel pays? C'est un pays qui veut avancer. C'est un pays qui veut avancer. Alors que vous avez toutes les compétences. Comme je vous entends maintenant parler des systèmes d'assurance universelle, vous allez chercher les Sud-Coréens. C'est quand même extraordinaire. Alors que sur toutes les composantes de la technologie, les Camerounais sont compétents. Et vous pouvez les trouver à l'intérieur et à l'extérieur pour les mettre ensemble. Ça, c'est quand un pays veut avancer. Ça, c'est quand vous voulez le projeter en avant. Ça, c'est quand vous voulez vous moderniser. Mais si vous ne voulez pas, vous restez là où on est, ça devient le statu quo. Voilà la situation. Et voilà pourquoi le leadership est important. Il n'y a pas autre chose. Voilà pourquoi le leadership impulse. C'est-à-dire, le fameux Memorandum of Understanding que j'ai même appris que le Premier ministre a signé là. Je n'aurais même pas signé ça. Il ne se signe même pas. Parce que vous êtes dans une autre logique. Parce que vous êtes dans une autre logique. Vous ne signez même pas cela. Ce n'est simplement pas possible. Je vous dis que les Camerounais ont ces compétences. Au moment de l'indépendance, le PIB par habitant du Cameroun était supérieur au PIB de la Corée du Sud. Il était supérieur au PIB de la Corée du Sud. Aujourd'hui, le PIB de la Corée du Sud est de multiples fois le PIB par habitant du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le leadership. Vous avez un leadership qui est extractif, qui est rentier, qui est consommateur en bout de chaîne. Tout ce qui intéresse le leadership, c'est d'étouffer les énergies, d'étouffer les talents, de mater les populations, de mater les talents. C'est tout. Et nous, on fait l'inverse. Nous, la proposition est inverse. On crée un environnement qui devient un environnement d'opportunité. Et vous, vous avez créé un environnement de désolation. Et quand il y a désolation, les communautés croient que c'est d'autres communautés qui sont responsables de leur désolation. Non, c'est l'environnement là. Parce que dans l'environnement que je crée un environnement institutionnel inclusif. Je crée des infrastructures pour que les gens se rencontrent, se brassent, que les talents se complètent. Vous n'aurez pas à dire que oui, quand quelqu'un est de Tchang et qu'il doit créer une société, il faut d'abord qu'il aille chercher tous les ressortissants de l'entreprise. Je dis que non, si c'est ça, tes impôts vont monter. Moi, je veux créer un système que tes impôts vont monter si tu crées une société comme ça. Et l'autre qui aura brassé, je lui donne des incitations fiscales. C'est pour ça qu'on est leader. C'est pour créer des incitations qui facilitent que les gens se brassent. Et les banques qui viennent là, je vais les juger en fonction du crédit qu'ils vont donner aux gens. Si vous donnez plus de crédit aux gens, j'ajuste les impôts.
Mais si vous ne donnez pas le crédit, vous pouvez même le risque que je vous enlève l'agrément. Que je vous enlève l'agrément. Et je ne marginalise pas les 450 établissements de microfinance qui vivent au plus près des populations. Je les insère directement dans le système bancaire, dans le système de financement, pour que la finance soit inclusive. Le financement de l'économie devient inclusif et devient plus large. Mais là, vous avez 14 banques commerciales avec un taux de bancarisation de 15%, c'est-à-dire moins de 15% de la population accès aux services bancaires, alors que vous avez plus de 450 établissements de microfinance qui végètent. Mais ce sont ces établissements qui sont au plus près des populations. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et je crois que vous avez vu ma note. Et ça, c'est encore là, vous avez vu ma note, Hervé, où je disais, j'ai fait dire à BIA, à la campagne d'octobre 2011, des microcrédits pour des micro-entreprises. Et lorsqu'on sort de la campagne, je lui fais une note dans le détail. Comment donc cette promesse peut se réaliser? Parce qu'il s'agissait de pouvoir créer, de mettre en place un fonds de microcrédit où on pourrait donner des prêts de 500 000 francs, de 300 000 francs aux populations jusqu'à 1,5 million. Et tout le calcul était fait. Le nombre d'entreprises micro-entreprises qu'on pourrait créer par an avec un fonds de démarrage de 5 milliards de francs. Mais naturellement, le conseil fait, il faut encore que la personne percute ce que je suis en train de chercher. Et je lui rappelais ce que le prix Nobel Mohamed Younous, comment il a réussi à faire au Bangladesh, à sortir les gens de la pauvreté avec ce système. La nôtre est là. Il y avait le moment venu par la mettre dans le circuit. Non, ce n'est plus... Vous savez, on le dit pour que les gens cessent de penser que nous étions là-bas, nous n'avons rien. Non, on a passé le temps. Comprenons qu'on a passé le temps à donner des conseils. On a passé le temps à donner des conseils. Mais les conseillers ne sont pas les payeurs. Il faut le savoir. On a passé le temps à donner des conseils. Et ils seront étonnés de voir la quantité des conseils qu'on a donnés sur ce plan-là. Ils vont être étonnés. Parce qu'il faut qu'on cesse de dire que oui, l'environnement, les matières. Non, je vous ai dit un jour que même si l'environnement d'un chef peut compter, c'est-à-dire son entourage, il faut savoir que, in fine et de manière ultime, il est le dernier responsable. Et j'ai rappelé dans une interview avec Albert Michel Dilo, j'ai rappelé pendant cette interview qu'il faut savoir qu'on ne connaît pas le ministre de Gaulle, mais on connaît De Gaulle. On ne connaît pas le ministre de Churchill, mais on connaît Churchill. On ne connaît pas le ministre de Kennedy, mais on connaît Kennedy. Vous voyez, on ne connaît pas le ministre de Mobutu, mais on dit le régime Mobutu. On dit le régime Aïdjo. In fine, c'est Biya qui assumera, n'est-ce pas, le legs, l'héritage de son régime. Et j'ai peur qu'il ne soit un héritage, que cet héritage ne soit un lot passif, matériel et immatériel, un lot préjudice matériel et immatériel pour les générations présentes et futures. Thank you, Mr. President. In the midst of this turmoil, we would like to close this session with a word of hope. It's true that we are going through a very difficult and very critical situation, that this period is very bad, but we like to keep hope. What can you tell your followers today? The hope is us. That the hope is us. So we need to do everything so that we come together. We need to do everything so that we come together. When I'm talking that the hope is us, it's not us as a person. It's all of us getting together to change the nature of that system. That's why I'm saying that the hope is us. Us, not in the sense of me as person and only me, but all of us coming together with really the kind of commitment and determination to change the nature of that system and to build a much more inclusive system, kind of inclusive leadership and political leadership and governance institutions. Thank you so much, Mr. President. À nos followers, merci pour votre fidélité. Nous prenons congé de vous et vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre session de notre Saturday Talk. Merci beaucoup et à samedi prochain. Merci. Thank you very much.